chers collègues, chers membres de l'ICOM, merci à ceux qui sont là, à celles qui sont là pour cette 9e et avant-dernière séance de notre cycle de vidéoconférences, que nous avons lancé au cœur du confinement il y a 2 mois et demi, pour préparer nos réouvertures et puis pour rompre l'isolement et créer du lien entre nous tous, professionnels de musée. Ce cycle, vous l'avez suivi avec intérêt, avec fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je veux vous faire un certain nombre d'annonces. Je veux vous dire d'abord que nous projetons, à l'issue de la dernière séance de ce cycle, nous projetons de vous reproposer un cycle de rendez-vous régulier. Beaucoup d'entre vous nous y encouragent, de nombreux membres l'ont investi comme un espace de contact spontané sur des sujets qui vous concernent directement. On a entendu ces encouragements. Notre but est de vous accompagner au mieux dans votre exercice professionnel. Si c'est une bonne manière de le faire, nous allons continuer. Peut-être pas tous les 15 jours, mais sans doute une fois par mois. Et je m'adresse à vous tous ici, on le redira en conclusion. Florence, je compte sur toi. Dites-nous, vous qui êtes là, dites-nous quel sujet vous avez envie que nous abordions. Dites-nous si vous voulez vous-même témoigner, lancer certains débats. Ce temps du Zoom vous appartient, c'est le vôtre. Peut-être dans le cycle suivant, proposerons-nous un horaire différent, par exemple de 13h à 14h30, parce que certains d'entre vous ont le sentiment que 14h, 15h30, c'est du temps de travail. Et donc, quand ils se mettent en tant que membre d'une association sur le Zoom à leur bureau, à ce moment-là, quelquefois, ils ont un petit peu l'impression qu'ils empiètent sur leurs obligations professionnelles. Mais là aussi, donnez-nous votre avis. C'est notre idée à l'heure actuelle. Dites-nous si vous pensez que c'est une bonne idée de changer l'horaire. Ça peut être aussi 18h, 19h30. Parmi les sujets que nous approfondirons dans le prochain cycle, qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir, et beaucoup d'entre nous ont dit que c'était un peu dommage, il y a celui des nouvelles formes d'organisation du travail. C'est une évidence, travail à distance, télétravail. Ces formes se sont invitées à grande vitesse, inopinément, pour beaucoup de professionnels au sein des musées. Les expériences accumulées sont extrêmement diverses. Chacun a dû improviser, créer. Chacun, c'est-à-dire aussi bien les professionnels qui sont au contact des publics ou au contact des œuvres dans les musées, mais aussi les DRH, les fonctions au support. Tout cela mérite vraiment d'être partagé. Cela viendra peut-être à sa manière dans le débat d'aujourd'hui. Mais peut-être pas, on va parler de la situation des précaires. Je voudrais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous donner encore deux informations d'agenda et dire quelques généralités. 2 informations sur nos calendriers. Notre journée professionnelle, Assemblée Générale, se tiendra le 25 septembre. Vous êtes nombreux à vous être inscrits dès cet été, puis avoir confirmé après notre relance de la semaine dernière où nous vous indiquions notre démarche pour marier présentielle et virtuelle. Vous suivez comme nous l'actualité, la remontée redoutée du Covid. Vous ne serez pas surpris qu'on vous dise que la forme virtuelle devient chaque jour plus vraisemblable. Nous maintiendrons l'Assemblée générale statutaire et nous maintiendrons la table ronde à la date prévue. La table ronde est d'une grande actualité, plus grande que jamais, la place de la culture dans la reconstruction, la place des musées au cœur de la culture. Sous quelle forme? Suivez-nous, on vous dira très très vite ce que nous avons à proposer pour que le maximum d'entre vous puisse se joindre. En tout cas, soyez convaincus que nous ferons en sorte que ce débat se tienne dans les meilleures conditions le 25 septembre prochain. Regardez vos mails. On a un autre rendez-vous important, je l'annonce à l'automne. C'est le 7e, je crois que c'est le 7e débat, soirée débat déontologie avec l'INP. Pauline est avec nous. Le 25 novembre prochain sur la thématique « De quoi musée est-il le nom ?» Vous l'entendez, vous le devinez, ce thème est un écho aux discussions qui ont ébranlé notre organisation à l'international tout au long de l'année. Vous aviez peut-être le sentiment que le Covid avait interrompu ces débats de fond sur la définition des musées, mais non. Nous continuons, pour notre part en tout cas, à porter un message d'unité, de professionnalisme au sein de notre organisation mondiale. Cette question, de quoi le musée est-il le nom, a tout son sens dans les messages que nous voulons porter sur la place des musées dans la reconstruction. Suivez là aussi les informations que nous vous donnerons sur notre site et nos réseaux. Je reste un moment de plus sur l'international. Je le crois, j'en suis convaincue, c'est plus que jamais notre force d'être dans un réseau de 50 000 membres dans 135 pays.
Peut-être certains d'entre vous ont lu la grande page publiée dans Le Monde vendredi dernier, je crois, et dans laquelle Alberto Garlandini, qui est désormais le président d'ICOM International, s'exprime largement. Je retiens de ses propos d'observateurs des musées du monde entier quelques éléments pour notre débat d'aujourd'hui. Il rappelle que presque tous les musées du monde ont réouvert, mais souligne, ça ne vous surprendra pas, le séisme qu'ils ont vécu et les dégâts considérables en termes d'emploi. Même si tous les pays ne sont pas touchés de la même manière, 82,6% des musées s'attendent à ralentir leur activité après le confinement et près d'un tiers à réduire leur personnel. 12,8% mettent la clé sous la porte, mettront la clé sous la porte. Les régions du monde les plus touchées, ce ne sont pas les nôtres. Mais les Européens ne sont pas épargnés. La chute des revenus peut atteindre jusqu'à 75% et sans surprise, les grands musées sont ceux qui ont perdu le plus de fréquentation puisqu'ils ont perdu toute la fréquentation touristique. Paris notamment, mais pas que évidemment. On parlera peut-être dans ce débat ou dans un autre du rééquilibrage de l'accès à la culture entre régions. Vous l'avez lu, vous le lirez, c'est un des axes volontaristes du plan de relance en France. On le sait, les musées publics ont protégé leurs emplois publics. Et les suppressions d'emplois concernent essentiellement les CDD et les intérimaires. C'est vrai dans le monde entier, Garlandini le rappelle dans son article. C'est ô combien vrai chez nous. C'est à vous que nous donnons la parole pour ça aujourd'hui. On a ce plan de relance, dont les chiffres donnent le tournis, bien qu'on soit presque habitué à entendre les commentateurs parler chaque jour en centaines de milliards. Mais pour la culture, 2 milliards, soit 2% du plan de relance, 614 millions pour le patrimoine, 113 millions pour le soutien à l'emploi et à la création dans ce secteur de la culture. Aujourd'hui, nous nous consacrons aux métiers précaires et l'un des enjeux de ce débat, c'est de saisir si les professionnels précaires de notre univers muséal trouvent des réponses dans ce plan, si oui, lesquelles? Et comment permettre à vos professions, à vos membres, quand vous êtes dans des représentants d'associations, de s'en saisir. On pense aux restaurateurs, on pense aux conférenciers qu'on a invités aujourd'hui, à qui je vais passer la parole dans un instant, mais plus généralement à tous les prestataires, y compris, ils sont cités dans le même article du Monde, les personnels des boutiques de musées ou des cafés de musées qu'on oublie souvent et qui sont bien sûr concernés par cette précarité, par cette perte d'emploi. Peut-être y en a-t-il dans cette salle. Je ne suis pas sûre qu'on ait parmi nos membres, adhérents de l'ICOM, beaucoup de ces personnels et de ces professionnels-là, mais ça indique qu'il faut les intégrer à notre réseau professionnel parce qu'ils font partie pleine et entière de la vie des musées. En tout cas, chers collègues, si vous êtes dans la salle, prenez la parole et dites-nous où vous en êtes. Avec nous, pour traiter ces sujets, je cite dans l'ordre d'apparition, si j'ose dire, Nathalie Bruer. Merci Nathalie. Nathalie est représentante de la FFCR, la Fédération française des conservateurs restaurateurs, membre de droit du conseil d'administration d'ICOM France, en tant que représentante de la FFCR. Et chère Nathalie, on a eu l'occasion de publier un article de la FFCR, peut-être plutôt en début de confinement que maintenant. Vous avez fait un article très documenté sur la situation des professions qui relèvent de votre fédération professionnelle. Ça mérite peut-être une mise à jour. Vous avez sûrement beaucoup de choses à nous dire. Je passerai ensuite la parole à Marie-Claire Théonel, donc, qui est saluée par certains d'entre vous. Donc, ta popularité, chère Marie-Claire, n'est plus à établir. Tu es présidente du CECA, le Comité international de l'ICOM pour l'éducation et l'action culturelle. Tu es professeure à l'École du Louvre et en tant que membre d'un comité international de l'ICOM, tu participes de nos débats, de notre conseil d'administration d'ICOM France. Et tu es également membre du fameux groupe de travail qui réfléchit et réfléchit à nouveau sur la définition du musée au niveau international. Après Marie-Claire, je passerai la parole à Odile Boubaker. Odile est membre de notre conseil d'administration également. Odile est conférencière indépendante et membre élu d'ICOM France et nous fera des retours d'expérience. Il est temps que je vous passe la parole, je crois. Ensuite, je passerai la parole à Pauline Chassin,
Pauline était la trésorière d'ICOM France jusqu'à la fin de son mandat en septembre dernier. Pauline est aujourd'hui à l'Institut national du patrimoine, s'occupe des relations internationales. Et Pauline a surtout cette caractéristique pour le débat d'aujourd'hui, mais les deux caractéristiques sont importantes, d'être restauratrice de formation et d'avoir une expérience longue de restauratrice. Puis Pauline, tu as porté un projet important au niveau européen de formation. Je te passerai la parole pour que tu en parles. Et puis on attend Laurent Turner, à moins qu'il ait réussi à nous rejoindre entre-temps. Laurent qui a une difficulté de connexion. Laurent est directeur de la maison Robert Schuman et du musée départemental de la guerre de 70 et de l'annexion en Moselle. Il est membre élu également d'ICOM France. Je n'ai pas l'impression que Laurent a encore réussi à nous rejoindre. J'espère qu'il nous rejoindra. Il devrait apporter son témoignage sur des actions menées par ces deux petits musées situés en région et dont il a la charge. Et en particulier, il doit apporter un témoignage sur les métiers du musée qui sont externalisés, là encore, restaurateurs et conservateurs. Allons-y, chers collègues, nous sommes maintenant une petite cinquantaine, une grosse cinquantaine, je ne sais pas exactement, c'est moins que les chiffres habituels, mais je pense que pour le sujet, c'est quand même vraiment très important. Nathalie, j'espère que la connexion fonctionne bien. Nathalie, la parole est à toi. Oui, bonjour, merci Juliette. Désolée, je suis obligée de couper la caméra si je veux pouvoir entendre quoi que ce soit. Et je suis désolée également parce que je vais parler ensuite, je vais devoir quitter la réunion puisque j'attends des déménageurs, tout simplement. Donc, je vous prie de m'en excuser. Donc, je suis Nathalie Bruyère, restauratrice de sculpture. Je suis représentante de la FFCR, vous l'avez dit Juliette. Et effectivement, il est important de rappeler que les conservateurs-restaurateurs sont des précaires des musées. On est quasiment 75% à notre compte, indépendants. Et avant la crise du confinement, nous étions des précaires. Une étude menée par Léonie Hainaut pour la DGPAT avait montré notre grande précarité et nos difficultés. Et évidemment, le confinement a complètement accentué le problème. Et il y a eu des effets d'annonce sur les aides possibles. Évidemment, l'État ne peut pas tout faire, mais il faut savoir que tout le monde n'a pas le droit de la même façon à ces aides, puisque nous avons des statuts extrêmement divers. Les plus parlants pour tout le monde, c'est sûrement artisan et profession libérale. Et on dépend aussi du code NAF, code la NAS ou code APE, ils sont extrêmement divers. Il y en a plus d'une quinzaine, puisque nous n'avons pas de titre protégé. Donc, pendant le confinement, la FFCR a beaucoup travaillé pour mettre au courant ses adhérents de toutes les aides possibles. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on essaye de faire le bilan de comment l'activité reprend, c'est très variable. Nathalie, on t'entend de manière un peu saccadée. Est-ce que tu peux veiller? On t'entend, mais saccadée. Il y a plus d'efforts du côté des monuments historiques, du côté des musées, et que les conservateurs des musées sont très inquiets des budgets de restauration pour les mois à venir, et notamment pour 2021, et inquiétude que nous partageons. Même s'il y a 2 milliards qui ont été annoncés pour la culture, dont plus de 600 millions pour le patrimoine, je ne sais plus les chiffres, on nage quand même à vue, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. On a du mal à se projeter, vraiment 2021 est une grande source d'inquiétude. Et on essaie de concentrer nos efforts sur le titre protégé pour être reconnu, pour pouvoir être justement dans un seul code APE et non pas dans une multitude. Nathalie, je fais des bien en SMS face de ton micro. Parce que c'est saccadé, oui, c'est saccadé. mais je ne peux pas faire grand-chose. Non, mais juste pas bouger la tête. Voilà, donc voilà. Si vous m'entendez, on est inquiet pour 2021 et on ne sait pas du tout ce qui va être attribué à la restauration. Et les conservateurs des musées aujourd'hui n'en savent pas beaucoup plus. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Merci Je ne sais Nathalie. pas. Merci Nathalie. Alors, je pense que on a entendu une grande partie du message. Malheureusement, c'était un peu saccadé comme message parce que je pense que c'est un problème d'immobilisation devant la source micro de l'iPhone. Je suis désolée, c'est très technique, mais c'est dommage de ne pas en avoir complètement profité. Nathalie, jusqu'à quelle heure restes-tu avec nous? Que je sache si je te pose une première question tout de suite ou si on continue les interventions. Une première question tout de suite. D'accord. Alors, parmi Vous les... m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, je voudrais poser une toute première question parce que tu indiques, et on le sait bien sûr, que la profession est extrêmement touchée et qu'il y a une marge, un niveau d'incertitude qui est très grand dans ta profession, dans votre profession, et que cela ne va pas sans vous inquiéter. Tout le monde va en parler, j'en suis convaincue. Mais j'avais une question de lancement, mais peut-être qu'elle est prématurée. Mais lorsque vous étudiez le plan, les 614 millions donc destinés au patrimoine. Est-ce que, ne serait-ce que sur la forme, sur les lignes budgétaires, il y a des lieux où tu penses que la profession que tu représentes peut particulièrement soumissionner, bénéficier soit des investissements, soit des orientations qui sont données. Et est-ce que vous avez en tête d'éplucher ce plan de relance pour jouer peut-être collectivement dans les associations professionnelles, faire un travail pour essayer de voir comment vous pourriez bénéficier, d'ailleurs pas seulement du plan de relance culture, parce qu'il y a le plan de relance culture, mais comme je crois que Roselyne Bachelot le disait clairement dans son interview également, je crois que c'était également dans Le Monde, il y a 2 millions pour la culture, mais il y a un certain nombre de budgets qui sont des budgets généraux dans le plan de relance et qui vont concerner la culture au même titre que d'autres secteurs de l'activité. Donc, réponds pas forcément directement, mais cette question est importante, je trouve, de savoir si vous avez fait cette lecture pour voir en quoi vous étiez éventuellement vous pouviez trouver un peu de réassurance. Voilà. Peut-être, veux-tu répondre tout de suite? Oui, je veux juste dire que pour l'instant, ce qui s'est dessiné, c'est que, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu, les monuments historiques vont, à mon avis, être plus mis en avant que les musées. Les plans de relance, c'est ce qui me fait se dessiner en tout cas. Peut-être que ça va s'affiner dans les jours qui viennent, parce que c'est quand même assez récent comme annonce. Et surtout, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec le CA de la FFC, puisque j'ai pas pu assister hier au soir à ce CA, puisqu'en plein déménagement. Donc, je pense qu'il faut attendre avant d'être trop inquiète. Nous, on essaie de rester en contact avec tous nos interlocuteurs, le DGPAT, mais aussi quelqu'un de très important, c'est Charles Personnaz pour l'INP, qui fait un travail, à mon avis, remarquable justement pour les conservateurs, restaurateurs, pour nous existions. Voilà, on essaye de rester en contact avec tout le monde, sachant qu'on est quand même très débordé pour rattraper le retard du confinement et que reste une association de bénévoles. Donc c'est pas forcément facile en ce moment de jongler avec tout, mais sûrement dans les jours qui viennent, on va pouvoir se pencher davantage sur cette question du plan de relance et comment se positionner exactement, essayer déjà de répondre on s'inquiète par exemple de l'envie de simplification législative qui pourrait mettre à mal la loi musée qui protège entre guillemets pour les musées. Voilà, ça c'est une inquiétude en ce moment. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire du tout. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je ne suis pas sûre d'être. Merci beaucoup Nathalie.
malheureusement, hein, ta connexion n'est pas très bonne. C'est peut-être que moi qui n'ai pas tout pu entendre. Je le regrette beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'on a pu saisir quand même. Et je vois que Clémentine Bollard est dans la salle. Je passerai peut-être, si Clémentine en est d'accord, au moment où on entrera dans le débat, je passerai peut-être la parole à un moment à Clémentine pour revenir sur ces aspects que tu as soulevés, qui sont ô combien importants. Marie Clarté, je te passe la parole. Marie Clarté, donc tu vas nous parler, tu peux te représenter un petit peu, tu as un temps de parole, tu as demandé un peu plus que 5 minutes de temps de parole, et du coup, oui, j'ai dit oui, et prenez tous le temps qu'il vous faut pour discuter. Les sujets sont tellement importants qu'on n'est pas là pour minuter les uns et les autres naturellement, on a juste envie que les participants puissent poser aussi leurs questions. Mais je crois, Marie Clarté, que tu as envie de nous parler d'un état des lieux éclairé par l'historique du statut des médiateurs en France, et nous parler aussi des propositions de ton comité international, le CK de ton comité international, et de ce que vous êtes en train de préparer à l'international. Très bien. Merci beaucoup de me laisser la parole. Bien entendu, les seuls précaires dont je vais traiter, c'est ceux de la médiation. Et j'ai essayé d'avoir effectivement une vision un peu de Sirius, si je puis dire, pour essayer d'expliquer au fond un peu d'où vient cette précarité très forte des métiers de la médiation, d'où elle vient, quelles sont ses conséquences, quel est l'historique de ça, et donc effectivement quelles sont les perspectives qu'on peut essayer d'avoir. La première chose que je voulais traiter, c'est la question des statuts, qui sont aussi importants pour essayer d'en analyser les composantes, qui est au fond de se poser la question de quels sont les statuts pour les professionnels de la médiation en France. D'abord, quels sont les statuts administratifs, et ensuite de ça, quelles sont les fonctions qui leur sont attribuées dans le cadre de ces statuts. Alors, il y a deux types de fonctions qui engendrent des types de statuts différents. Il y a des fonctions de conception de projets éducatifs, de projets de médiation, et il y a des fonctions de prise en charge directe des groupes. Ce sont deux types de fonctions qui sont des fonctions très diverses actuellement dans le système français. Deux situations à l'intérieur. Alors, tout d'abord, les fonctions de conception de projet, et déjà à l'intérieur de ça, on a deux situations très différentes entre la fonction publique de l'État et celle des collectivités territoriales. En effet, dans la fonction publique de l'État, la fonction de médiation n'est pas reconnue, on peut dire, ou elle n'est reconnue que pour les cadres A, c'est-à-dire au niveau des chefs de service. Toutes les autres fonctions de médiation, c'est-à-dire tous les gens qui sont en dessous des chefs de service, les autres fonctions sont couvertes par des contrats dont le nombre et la précarité sont croissants. Par exemple, on observe qu'un nombre croissant de missions sont liées à des contrats de mécénat, c'est-à-dire finalement la médiation est souvent quelque chose qui attire les mécènes parce que ça fait parler d'eux, que c'est sur la scène extérieure, etc. Donc les institutions obtiennent des contrats de mécénat. À ces contrats de mécénat, on intègre à l'intérieur de ce contrat de mécénat la présence d'un contractuel de médiation, ce qui est très bien dans un premier temps, sauf que lorsque le contrat de mécénat s'éteint, si je puis dire, le contrat disparaît et la personne disparaît de la même manière. Donc c'est une manière formidablement efficace, si je puis dire, de faire le miroir aux alouettes, d'attirer les gens, mais à la fois de faire qu'au bout du système, les personnes disparaissent. Dans la fonction publique territoriale, c'est différent, dans la mesure où, dans les années 90, on a créé, j'ai participé à cette création, la filière culturelle de la fonction publique territoriale, avec à l'intérieur spécifiquement une branche médiation qui comporte les statuts A et des statuts B. Et que donc, d'une certaine manière, ça permet à la fois une stabilité et une progression de carrière. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a une vraie différence entre les collectivités territoriales et l'État, même si, bien entendu, dans les collectivités territoriales, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais dans la fonction publique d'État, on se heurte à une espèce de mur statutaire qui est extraordinairement difficile à contourner.
Les deuxièmes types de fonctions sont des fonctions de prise en charge directe des groupes qui viennent pour assister à des programmes de médiation. Là aussi, vous avez des statuts publics et des statuts privés. Je ne dirai rien des statuts publics puisque nous avons la chance d'avoir une conférencière RMN. Elle pourra nous dire un petit peu ce qu'il en est. La seule chose qu'on peut dire rapidement, c'est que les conférenciers sont rémunérés à la vacation effectuée, ce qui nécessite une signature d'un contrat pour chaque acte. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un intervient, il doit signer un contrat. Pour les statuts privés, de plus en plus de conférenciers privés prennent le statut d'auto-entrepreneur, qui est un espèce de statut qui donne quand même une espèce d'identité statutaire, qui a des quantités d'inconvénients. Un certain nombre d'entre eux, d'autres médiateurs qui prennent en charge des groupes sont employés sur des contrats qui leur sont proposés par des entreprises de sous-traitance de la médiation. La médiation est terriblement sous-traitée, de plus en plus sous-traitée par des institutions qui, selon des institutions privées, enfin des boîtes privées qui, selon leur nature, offrent une certaine stabilité par la diversification des interventions qu'ils offrent aux gens, ou au contraire une précarité qui est égale à celle que leur offre le statut public. Je ne suis pas du tout spécialiste du statut des intermittents du spectacle et je ne sais pas, par exemple, ça m'intéresserait beaucoup de savoir de la personne de la RMN si c'est envisageable, la question des intermittents du spectacle, est-ce que c'est envisageable de mettre des conférenciers en statut d'intermittent du spectacle. Alors, quelle est la conséquence de cette situation? Elle n'est pas difficile à voir. Hein. Conséquence financière, c'est-à-dire un effondrement de la demande à la moindre menace. Et on en a vécu, pour nous, le Covid, pour nous les médiateurs, le Covid est le énième épisode, puisque ça a commencé avec les attentats, puis les crises économiques, puis les questions de change, de différence de change, puis bien entendu les crises sanitaires. Donc, au fond, à chaque fois qu'il y a une raison quelconque de ne pas venir dans les musées, la situation financière des médiateurs s'effondre. Ensuite de ça, bien entendu, ça a des conséquences sur la protection sociale, tout ce qui est la retraite. Moi, j'ai eu à négocier, j'ai été responsable des conférenciers des musées nationaux pendant un moment, et on a eu à négocier des retraites qui étaient hallucinantes à tel point parce qu'effectivement, les gens avaient eu des modes d'emploi qui étaient absolument terrifiants. Même chose pour les congés maternité, ce qui est important dans une profession qui est majoritairement féminine. Et puis des quantités de chicaneries, de reconnaissance professionnelle. Et je prendrai un exemple qui nous touche directement à l'ICOM, puisque dans les conversations que je peux avoir avec les médiateurs un petit peu du monde entier, il ressort que leur profession est extrêmement inégalement reconnue selon les pays. Par exemple, je prendrai un pays comme le Liban. Au Liban, on demande aux gens non seulement un certain nombre d'heures annuelles de travail, mais on leur demande d'avoir une appartenance directe à une institution muséale, ce qui est peu offert en fait par les musées eux-mêmes. Donc tous les gens qui interviennent dans les musées ne sont pas pris en compte comme membres de l'ICOM et donc ne peuvent pas faire partie du CECA, etc., etc. Donc on est en train d'essayer de créer un espèce de CECA, j'allais dire pirate, pour les gens de ce type-là, ce qui montre bien que leur statut est complètement problématique. Alors, quelle évolution, une fois qu'on a fait ce constat que beaucoup de gens connaissent, quelle évolution possible, un peu globale, est-ce qu'on peut entrevoir? Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que je suis très choquée. Je suis très choquée de la manière dont on utilise, entre guillemets, la médiation comme une espèce de miroir aux alouettes. Aussi bien, je parlais tout à l'heure des financeurs, mais aussi vis-à-vis des politiques, etc. Donc on en parle beaucoup, on en met des tartines dans les PSC, etc. Et la réalité sur le terrain est une réalité qui est terriblement différente de ce qu'on a pu dire. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à une reconnaissance de la fonction de médiation qui soit complètement intégrée dans l'institution et qui aboutisse, alors pas en période de crise absolue, mais à terme, à une augmentation du nombre de chargés de médiation à statut pérenne. C'est-à-dire que je ne demande pas une augmentation globale des gens, mais qu'on augmente les médiateurs
à statut pérenne en permettant une diversification de leur rôle entre conception et mise en œuvre. Parce qu'au fond, le fait qu'il y ait des gens qui conçoivent des programmes et qui sont des fixes, et puis des gens qui sont des intervenants ponctuels, crée deux espèces de mondes différents avec des statuts complètement différents, alors que par exemple, aux États-Unis, il y a toute une série de grands musées qui ont décidé de remettre ces deux fonctions ensemble, c'est que les gens qui conçoivent des programmes les mettent en œuvre et vont les défendre, si je puis dire, vis-à-vis du public, et que donc ça fait un emploi pérenne plutôt que des emplois pérennes et des emplois complètement chaotiques, si je puis dire. Donc, la répartition du travail entre conception et mise en œuvre pour tous, et ensuite de ça, la sous-traitance, alors parce qu'il y a toujours forcément des médiations orales répétitives, genre visite guidée, etc. Et là, il y a effectivement des entreprises privées, mais auxquelles il faudrait absolument exiger de la part des musées qui les accueillent qu'ils donnent aux médiateurs des statuts fixes et décents. Je ne rentrerai pas dans le problème que posent les fonctions sous-traitées dans les musées. Vous savez qu'elles posent des problèmes d'orientation et de contrôle du discours. C'est particulièrement important du point de vue de la médiation. Donc, au fond, on insiste politiquement dans tous les PSC sur l'importance du public, mais cette soi-disant importance n'est reconnue ni statutairement ni financièrement. Alors, essayons de regarder un petit peu la fonction de médiation. En essayant de donner une espèce de définition de cette fonction, ce qui est très difficile. Il y a eu une enquête qui a été faite en Suisse sur l'Europe en général et dont la conclusion était qu'au fond, la définition du terme était terriblement floue parce qu'elle est complètement différente d'un pays à l'autre et que finalement, ça ne couvre pas un métier qui est identifiable comme tel. Ma deuxième remarque, et je vais probablement susciter des ourvaries dans la salle et des révoltes, mais je considère que la médiation, un des problèmes de la médiation, c'est qu'elle n'a pas encore atteint un niveau suffisamment profond de compétences. Parce que c'est un métier qui nécessite des compétences extrêmement multiples, bien entendu des compétences de contenu, et on ne peut pas s'en priver. Le début des discussions autour de la médiation avec Elisabeth Caillet rêvait d'un médiateur qui était qu'un médiateur, mais qui n'avait besoin de rien savoir. On en est bien revenu grâce au ciel. Ensuite de ça, des compétences en psychologie, parce que finalement, on demande l'inclusion de groupes nouveaux, de plus en plus difficiles, de plus en plus divers, etc. Or, les conférenciers n'ont pas de formation en psychologie, des formations en sciences de l'éducation pour la pédagogie, c'est-à-dire avec les enfants, mais aussi en éducation des adultes, des techniques d'animation de groupe, des pratiques d'atelier, l'utilisation du numérique, etc. Donc, cette espèce de multiplicité qui fait partie de la richesse, bien entendu, du métier et de son intérêt, est au fond quelque chose qui empêche que le médiateur ressorte dans la conscience commune des institutions comme quelqu'un qui a véritablement un métier identifié, si je puis dire. Et donc, c'est un métier qui souffre d'un déficit de reconnaissance professionnelle, pas du tout auprès du public qui adore les conférenciers d'habitude, mais au sein des institutions très clairement. Alors, moi, j'ai une piste de réflexion que je transporte avec moi depuis un certain nombre d'années et que élèves et anciens élèves connaissent bien, qui est que le milieu de la médiation aurait besoin d'une plus grande collaboration entre la recherche expérimentale, j'insiste sur le côté expérimental, et la mise en œuvre. La recherche, alors j'explicite un peu la chose, la recherche expérimentale autour des problématiques de médiation, c'est-à-dire analyser des expositions sous l'angle des questions de communication, analyser les parcours de visiteurs, mais essayer de savoir pourquoi ces parcours existent, analyser la réception des expositions et des programmes par les visiteurs et les conséquences sur l'expérience des visiteurs, tout ce qui est la sociabilité relative au sein des groupes, etc. Ça, c'est je veux dire,
classique en recherche expérimentale. Ce qui est beaucoup moins classique et pratiquement non existant, c'est la mise en œuvre du résultat de ces recherches expérimentales. Les recherches expérimentales, c'est théoriquement fait sur le terrain pour être réappliqué sur le terrain. Or, ce qu'on voit très bien en médiation, c'est qu'on parle beaucoup dans les colloques des recherches qu'on a faites, etc., mais le nombre de résultats de recherche qui sont mis en œuvre dans les institutions est absolument squelettique. Donc, et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que les musées sont des lieux dans lesquels les compétences scientifiques sont extrêmement importantes chez les conservateurs, chez les restaurateurs, chez les gestionnaires financiers, etc. Et que donc la médiation continue à avoir une image qui est, j'allais dire, le bureau au bout du couloir où il y a du café et où les gens rigolent bien. Donc, d'une certaine façon, c'est ne pas avoir de reconnaissance scientifique, ce qui est très, très défavorable à l'évolution du statut des médiateurs. Alors, c'est dans cette direction-là que le CK essaye de travailler assez naturellement, parce qu'il se trouve que nous rassemblons deux populations qui sont les professionnels de terrain, qui sont en nombre très important, et les chercheurs, qui sont en nombre relativement intéressant. Et depuis que j'ai un rôle actif au CK, j'essaye de les faire travailler ensemble. Parce que c'est ça qui est important, c'est que les uns et les autres ne travaillent pas chacun dans leur coin. Alors, nous avons différents outils, si je puis dire, pour les faire travailler ensemble. Un des outils que j'ai mis en place depuis que j'ai pris la présidence du CK, c'est ce que nous appelons les groupes d'intérêts spéciaux, qui consistent à rassembler des professionnels ensemble pour discuter, faire des rassemblements un peu comme celui que nous sommes aujourd'hui. Et il y en a un sur le statut et la formation des médiateurs, des médiateurs, qui est intéressant parce que comme nous travaillons de façon internationale, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe partout. Et puis des propositions de formation de professionnels, à la fois des côtés des mises en œuvre de programmes, mais aussi à l'initiation à la recherche expérimentale, parce que la meilleure manière de faire qu'une recherche expérimentale soit adaptée aux besoins d'une institution, aux besoins pratiques d'une institution, c'est que cette recherche soit faite par les professionnels eux-mêmes. Donc, en synthèse et conclusion, parce que j'ai été un petit peu longue et je m'en excuse, c'est que les statuts paradoxaux qui sont donnés à la médiation dans les musées du monde entier sont dus à deux facteurs. Un intérêt pour les publics, où les mots dépassent de beaucoup les actes, et à des compétences qui sont encore très parcellaires dans le domaine de la prise en charge qualitative des publics, tant de la part des institutions qui parlent beaucoup des publics mais qui s'en occupent encore très mal, que de la part des médiateurs qui, eux, font tout leur possible mais dans un environnement qui ne les soutient que très peu. Voilà. Merci Marie Clarté de nous avoir longuement exposé ton point de vue. Moi, mon expérience de la filière de médiation est très différente de la tienne, donc j'en parlerai juste après la suite des interventions que nous attendons impatiemment. Je vais passer la parole à Odile. Odile Boubaker, donc Odile, tu es une conférencière indépendante, tu es aussi une élue d'ICOM France, donc on peut dire que les conférenciers indépendants ont vraiment toute leur place dans une organisation comme la nôtre, reconnue sans aucun doute pleinement comme professionnelle de musée. Je suis très intéressée de ton retour d'expérience, à la fois durant ta collaboration à la RMN, tu vas pouvoir le dire, puis de tes témoignages, et également, je serais intéressée qu'on se situe dans l'actualité, si tu y arrives, dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce confinement, bien sûr, ce plan de relance. Est-ce que à tes collègues, tu sais dire quelque chose aujourd'hui pour attraper les moyens qui sont éventuellement mis à disposition? Merci Odile de ta prise de parole. Bonjour à tous, merci de me laisser ainsi la parole. Merci à Marie Clarté du brillant exposé qui a été fait sur
les précaires de la médiation où j'ai reconnu évidemment beaucoup de choses puisque je m'exprime moi-même en tant que conférencière. Alors, conférencière indépendante, j'exerce depuis une dizaine d'années, précisément depuis 2010. Et au sein de ces 10 années, il y en a à peu près la moitié qui a été faite à la RMN. Donc, c'est une maison dont je parlerai en l'ayant aussi testé de l'intérieur et en ayant également donc, mon statut ma propre activité. Alors, pour préparer au mieux cette intervention, j'ai appelé différents collègues en leur demandant tout simplement qui me racontent leur dernier mois, comment s'était passé d'une part leur confinement au point de vue matériel, comment se passait la reprise, quelles étaient les perspectives d'avenir pour eux. Et autant vous dire que cette revue des troupes m'a laissé passablement déprimée parce que je ne peux que vous citer ce qui m'a été dit. Je cite en rafale la situation catastrophique, l'avenir incertain, le pas d'aide, pas de travail, aucune perspective ou encore plus définitif, cette fois-ci, je vais laisser tomber. Alors, cette fois-ci, je vais laisser tomber, rappelle que la situation des guides conférenciers, alors déjà, être guide conférencier, donc Marie Clarté, pour les précaires de la médiation, les médiateurs en général, donc le miroir aux alouettes, l'expression est bien choisie. Pour les guides conférenciers, cette activité, c'est vraiment être l'oiseau sur la branche, puisqu'on est vraiment suspendu à une disponibilité qui doit être très forte pour un retour qui ne l'est pas forcément autant. C'est une activité qu'on a du mal à dénombrer, on a du mal à savoir combien de personnes vivent véritablement de cette activité. Il y a la FNGIC, la Fédération nationale de guides interprètes et conférenciers parle de plusieurs milliers de personnes qui ont la carte de guide, de là à savoir combien sont ceux qui vivent véritablement de cette activité. Alors là, le calcul est un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, on parle d'environ, en tout cas, 4000 personnes qui sont sans aucune activité. Alors, mon point se fera en deux temps, avec déjà un point sur les indépendants et ensuite un point sur la RMN. Alors, le premier point sur les indépendants, alors Marie Clarté l'a très bien rappelé, cette multiplicité des contrats courts, à l'heure, à la visite, à la journée, souvent à la dernière minute est signé après coup, payé assez longtemps après. Donc, parfois, nos payes arrivent le 10, le 12 ou le 13 du mois. Donc, c'est difficile de rappeler au comptable en face que la paye que l'on reçoit, même si elle est, du fait qu'elle soit démultipliée par le nombre d'employeurs, ne correspond pas à de l'argent de poche, même si c'est une petite somme. Et parfois, on en est réduit à rappeler de telles évidences parce que justement, ces évidences n'ont pas l'air d'être perçues par tout le monde. Pour ce qui est des indépendants, le statut anciennement dit d'auto-entrepreneur, c'est celui qu'on utilise encore verbalement, même si aujourd'hui officiellement on parle de micro-entrepreneur. Eh bien, il y a des fonds de solidarité qui ont été mis en place. Il a été difficile d'y avoir accès pour des raisons que Nathalie a rappelé dans sa première intervention. Là, c'est une difficulté qui est commune, je pense, entre les deux professions, parce que les codes APE, ça veut dire activité principale exercée, sont très divers. Nous avons tous la même carte professionnelle, j'en parlais au tout début. Elle est requise pour normalement le moindre recrutement. On s'est beaucoup mobilisé pour la défendre lorsque l'actuel président de la République était à Bercy. En tant que ministre de la Finance, il avait voulu la supprimer. Il y avait eu une énorme mobilisation pour qu'elle soit maintenue. Elle l'est toujours. Et
Et cette carte, bien que nous ayons tous la même, nos statuts en tant qu'auto-entrepreneurs sont tous extrêmement différents. Les statuts sont très disparates. Il y a conférencier d'art, guide-interprète, chauffeur-guide. Le mien, par exemple, c'est animateur culturel. Donc, il y a une vingtaine à peu près d'APE différents. Et donc, tous les auto-entrepreneurs, tous les guides conférenciers auto-entrepreneurs n'ont pas eu accès au fonds de solidarité, parfois pour simplement des raisons administratives, ce qui, vous en conviendrez, est quand même assez dommage. D'autant que ce code APE, donc il serait bon, par exemple, de pouvoir l'uniformiser. Il peut se changer assez rapidement auprès de l'INSEE, mais c'est beaucoup plus long auprès de l'URSSAF. Donc, ça, c'est un vrai combat administratif. La situation a été présentée devant la situation globale, pas que la situation administrative du fait de ce code APE, a été présentée devant le gouvernement, mais pour le moment, rien de concret n'en a été sorti. Alors, la question du statut d'intermittence qui fut un temps, peut-être que c'est un temps dont les moins de 20 ans, etc., a existé à un moment. Il me semble que c'est une période que moi-même j'ai très peu connue au tout début de mon activité. Je n'en ai jamais moi-même bénéficié. Ce statut d'intermittent, eh bien, effectivement, il permettrait un alignement sur la protection qui n'est pas toujours idéale, mais qui existe pour les intermittents du spectacle en lissant sur l'année leur activité qui, par nature, est saisonnière, les festivals d'été, etc., ou alors au cachet, ce qui correspond dans les faits grandement à ce que vivent les guides conférenciers. Il y a aussi un problème qui est celui du ministère de tutelle qui nous représente. Les guides conférenciers sont partagés entre le ministère de la culture et celui du tourisme, donc à Bercy. Donc, les guides conférenciers sont partagés entre la rue de Valois et Bercy, donc en étant gérés par deux tutelles. En réalité, on est géré par personne. Le ministre de la Culture, à ce moment-là, qui était encore Franck Rister, le 12 juin 2020, disait « Les guides conférenciers, je le cite, les guides conférenciers sont appelés à jouer un rôle majeur dans la reprise des activités culturelles. » Alors, comment expliquer alors que rien ne soit prévu pour eux dans le plan Marshall de la culture qui a été annoncé, un plan de gros calibre pour également la sauvegarde des activités touristiques. Dedans, les guides conférenciers ne sont même pas cités. Le terme de guide conférencier n'existe même pas dans ce rapport, ce projet, ce plan Marshall qui a été lancé. Alors, est-ce que le remaniement ministériel va changer quelque chose ? Eh bien, écoutez, pour le moment, alors à ma connaissance, il n'y a pas eu de grande annonce de la part de la nouvelle ministre de la Culture. Et comme le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, est toujours le même, eh bien, c'est plutôt un changement dans la continuité qui est attendu. Donc, on ne s'attend pas à une révolution dans l'amélioration de notre condition. La reprise de l'activité est très incertaine. Pendant longtemps, on a attendu la réouverture des frontières à la mi-juin, mais ce qui ne veut pas dire que les touristes étrangers sont revenus. Par exemple, il y a des régions qui sont particulièrement sinistrées de ne pas avoir vu revenir, par exemple, la clientèle américaine, parce que, par exemple, en Normandie, sans les Américains, pas de travail sur les plages en Normandie. À Giverny, par exemple, eh bien, le site a rouvert, mais jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura aucune réservation de groupe. Donc là, les guides conférenciers se retrouvent vraiment sur la brèche.
Donc, voilà un tour d'horizon des guides conférenciers indépendants. Je vais me permettre maintenant de parler un peu plus précisément de l'ARMN, puisque c'est aussi cela qu'on m'a demandé. Alors, tout à l'heure, j'entendais parler justement des vendeurs de l'ARMN. Alors, c'est une catégorie de personnel avec laquelle je n'ai pas de contact, mais je sais que les promesses d'embauche ont été supprimées, etc. Donc, eux aussi, leur statut a été considérablement bouleversé, mais comme beaucoup, par l'arrêt des activités à partir du mois de mars. À l'ARMN, il y a deux types de conférenciers. Ils font le même boulot, ils font le même travail, mais pas du tout avec le même statut, et c'est-à-dire la même stabilité. Il y a les titulaires et il y a les vacataires que l'on appelle ponctuels ou que l'on appelle aussi poétiquement bouche-trou. Les titulaires ont été mis en télétravail. Une titulaire me disait qu'elle s'inquiétait du fait que ces jours de télétravail allaient absorber tous ces jours de préparation, que pour cela, elle attendait de voir venir. C'était une inquiétude qu'elle avait, mais pour laquelle, pour le moment, elle ne se prononçait pas davantage. C'est un petit point d'interrogation. Et elle convenait que, vu la situation des vacataires de la RMN, elle n'osait que très, très modérément, entre guillemets, se plaindre. Puisque les vacataires de la RMN, alors ils sont extrêmement nombreux dans les rangs de la RMN, ils sont vraiment très nombreux, à tel point qu'il est difficile de savoir combien précisément ils sont, puisque les chiffres officiels annoncés au doigt levé ne correspondent pas du tout à la perception que l'on a, nous, de l'évolution de la masse salariale et du personnel. Ces vacataires, comme je vous le disais, donc ils font exactement le même travail que les titulaires. Ils assurent une très grande part de la mission de service public dont l'établissement public se vante, c'est-à-dire des visites conférences, des cours d'histoire de l'art au Grand Palais ou des visites officielles avec des ambassadeurs, des VIP ou des ministres. Moi-même, en tant que vacataire, j'ai été amenée à faire toutes ces activités-là, les visites, les cours d'histoire d'art ou les visites officielles. Bien sûr, mon niveau en histoire de l'art, le recrutement a été fait de façon très, très sélective. Donc, on est recruté à la RMN à un niveau d'études qui est plus élevé que celui des guides conférenciers, avec uniquement, entre guillemets, la carte qui est à Bac+3. À la RMN, il n'est pas rare que les intervenants, les guides conférenciers, donc habilités par la RMN et un Master 2, il n'est pas rare, c'est obligatoire d'en avoir un, mais il n'est pas rare qu'ils en aient un, voire deux. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement bien formés. Et malgré tout, leur activité se caractérise par une très grande précarité, avec une paye tardive et également, on requiert d'eux une très grande disponibilité. Et là, je peux témoigner d'appels très réguliers de mes managers pour s'assurer que j'avais toujours la RMN parmi mes priorités. J'ai toujours été en CDDU, c'est-à-dire 1 ou 2 minutes, pas plus, Odile, d'accord? Oui, j'ai toujours été en CDDU, donc je ne peux pas trop parler des CDD, mais il faut savoir que les CDD qui sont employés, ont tous des périodes de carence avant et après. Donc, il est très difficile d'avoir une activité qui est suivie. Les vacataires, comme je vous le disais, alors ne bénéficient en temps normal d'absolument aucun droit tel que arrêt de travail ou ce genre de choses, ou arrêt maladie. Donc, autant dire que aucun revenu, aucune déclaration à la Sécu. Donc, autant dire qu'en période de crise, rien d'étonnant à ce que leur situation se soit encore considérablement dégradée et se soit traduite par un abandon total avec le maître mot, c'est « on se retrouvera quand on aura besoin de vous ». Aucun plan de secours n'a été mis en place pour eux, aucun dispositif de chômage partiel, ce qui veut dire que ces vacataires sont extrêmement nombreux depuis le mois de mars à n'avoir absolument aucun
revenus. Donc là, c'est vraiment 0 plus 0. De nombreuses demandes ont été faites avec une fin de non-recevoir, puisque là, l'ARMN ne consent à ne donner aucun justificatif, puisque… Odile, tu pourras peut-être reprendre dans le débat après. J'ai fini, et de manière à ce qu'aucune reconnaissance au prud'homme de relations contractuelles puisse être faite. Actuellement, en France, donc, il y a une grande mobilisation avec une revue de presse qui grandit énormément. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça met en lumière une profession qui jusque-là était étonnamment discrète. Et c'est une bonne chose puisque là, ce vers quoi on se dirige, eh bien, c'est une ubérisation massive. Elle est d'ailleurs même déjà là, un salariat déguisé et puis surtout une disparition de la profession puisque actuellement, selon la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers, plus de la moitié des guides conférenciers sont déjà arrêtés et parmi eux, un tiers s'est déjà lancé dans une démarche de reconversion. Merci pour ces deux interventions. Vous donnez une vision qui est un peu catastrophique. Moi, j'ai envie de passer tout de suite la parole à Pauline, mais je la prendrai aussi à un moment parce que je voudrais intervenir sur ce que je viens d'entendre. D'expérience professionnelle, hein, pour avoir monté moi une filière professionnelle des métiers de la médiation. Je n'ai pas tout à fait la même vision que celle que je viens d'entendre, mais Pauline, vraiment je suis très intéressée par ce que tu peux nous dire à la fois sur les aspects, sur ton expérience de restauratrice, ton expérience des relations internationales à l'INP puisque tu y es aujourd'hui, et puis peut-être que tu nous dises l'importance et le levier qu'est la formation professionnelle dans ce secteur. Oui, effectivement, je voudrais… vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui. Effectivement, je voudrais intervenir avec 3 niveaux de regard. D'abord, mon témoignage en tant que restauratrice qui a arrêté d'exercer dans un atelier et qui met maintenant ses compétences, qui utilise maintenant ses compétences d'une autre manière. Deuxièmement, mon regard en tant que personnel de l'INP, donc établissement de formation des professionnels du patrimoine. Et enfin, avec une ouverture vers l'international, comme tu viens de le dire, Juliette. Donc, tout d'abord, un petit peu le même constat peut-être qu'Odile. La période actuelle, je dirais qu'elle a accentué des difficultés qui préexistaient et moi aussi j'ai contacté quelques collègues qui m'ont confirmé cela. Et exercer un métier précaire au service des musées, c'est tout à fait la sensation que j'ai eue après plusieurs années d'exercice en indépendante de la restauration, et non pas au début d'ailleurs, mais plutôt à la fin. Donc, on peut travailler, on peut avoir des clients, bénéficier de budgets qui sont défendus par les musées, avoir un bon chiffre d'affaires et ne pas vivre de son travail. C'est le lot de beaucoup de très petits indépendants et en particulier ceux qui n'ont pas de trésorerie au départ. Donc, effectivement, faible rémunération, des emprunts pour payer des charges ou maintenir une trésorerie en attente de paiement peuvent conduire à une certaine précarité. Et là-dessus, je voudrais être transparente un petit peu sur ce type de spirale et permettez-moi d'être un petit peu impudique et de me permettre de vous dire que j'ai commencé mon activité avec un revenu moyen de 1200 assez vite, de 1200 à 1500 euros et que j'y ai mis fin avec un revenu de 133 euros par mois. 133 euros par mois. Il me semble que ce n'est pas mentir que de dire qu'il est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas dans son entourage une personne qui travaille à son compte de réaliser ce que peut être cette précarité éventuelle. Cela peut d'ailleurs générer des incompréhensions ou rendre peu audibles des revendications, certaines demandes, certains refus, le montant de certains devis, peut-être créer des tensions autour de la cession, par exemple, de la propriété intellectuelle, de photos qui jalonnent parfois une vie professionnelle, ou voilà, de nombreux petits exemples. Cela ne permet pas toujours de réaliser combien ce qui peut apparaître anodin dans une chaîne administrative de traitement des marchés, par exemple, comme une date de mise en paiement, ça a été aussi un petit peu évoqué par Odile, peut avoir un vrai impact du côté du prestataire, comme recevoir par exemple 50% de son chiffre d'affaires annuel le 15 décembre. Donc la connaissance aussi du calcul des honoraires peut certainement être améliorée du côté d'un côté et de l'autre, la manière dont les questions sont formulées dans les marchés au départ, en incluant peut-être plus, et je crois que c'est déjà de plus en plus le cas, mais d'y veiller de plus en plus, d'inclure tous les à côté, comme les déplacements, les réunions, les sollicitations diverses dont on ne peut pas se priver. Et dans ces temps actuellement, on voit bien qu'il y a un besoin d'adaptation, de réactivité et d'un dialogue de qualité aussi, dont je sais qu'il existe dans les musées, et notamment avec certains conservateurs.
Donc, on mise parfois sur la passion d'un métier, sur un engagement, de part et d'autre d'ailleurs, pour faire ou demander plus que prévu. Mais dans le cas des prestataires, cela a des conséquences financières et la relation peut aussi parfois être altérée, alors même qu'on aimerait qu'il existe une manière d'être un prestataire extérieur réellement et sereinement au service d'une collection et des collections. Donc, pour que ces difficultés soient prises au sérieux et qu'on évite, selon moi, un gâchis de compétences, je pense qu'il y a besoin d'une analyse non seulement sociologique, mais aussi économique en fait, des professionnels et assez précise. Je voudrais, par exemple, qu'on ait une vision plus précise de ces prélèvements personnels que peuvent s'octroyer ou non mensuellement certains professionnels, parce que c'est de cela qu'ils vivent ou non, selon leur statut, leurs conditions personnelles. Outre ces observations qui sont un petit peu tristes également, je me réjouis bien sûr à l'inverse de voir que des marchés ont été relancés, qu'il y a une conscience au sein du ministère de la Culture de la nécessité de poursuivre des projets et de faire vivre un système qu'on apprécie quand il est bénéfique à la fois aux personnes et aux collections. Donc, moi, maintenant, je travaille désormais pour un établissement de formation de professionnels du patrimoine et à ce titre, je ne peux être que sensible à la manière dont celui-ci s'intéresse à l'insertion et notamment à celle des restaurateurs. L'INP est tout à fait conscient de la nécessité d'accentuer les efforts pour préparer les jeunes diplômés. Donc, le volume d'heures de cours dédié à l'installation est passé d'une inexistence il y a 15 ans à une vingtaine, voire une soixantaine d'heures de cours à la fin du cursus. Donc cela est nécessaire, je dirais même vital, que les jeunes diplômés acquièrent d'une part des compétences de qualité dans leur cœur de métier, mais aussi ils ont besoin d'être armés pour s'assurer qu'ils vivront de leur métier et qu'ils auront les bonnes bases pour pérenniser leur projet. C'est un mot que j'ai entendu déjà dans une intervention précédente. Donc cela passe non seulement par une initiation, mais par aussi une maîtrise totale finalement des paramètres de départ qui sont décisifs pour la suite, comme le statut, le cadre d'exercice, d'activité, la manière de calculer ses prix, la manière de comprendre comment on gagne sa vie ou pas avec ce prix établi et d'être capable d'interpréter également sa comptabilité. Donc renforcer la formation à la gestion, c'est justement l'une des 5 propositions qu'a fait Charles Personnaz, directeur de l'INP, au ministre de la Culture, dans une note pour améliorer l'insertion l'insertion professionnelle des restaurateurs dans les 5 prochaines années. Il figurait aussi un paragraphe sur la nécessité d'intégrer, si possible, plus de restaurateurs dans les institutions patrimoniales. Donc, on a ici, de toute façon, et ailleurs, besoin de ces professions. Donc, on ne peut pas se permettre de gâcher les talents formés. En ce moment même, je vois qu'il y a des restauratrices qui sont capables d'être réactives en quelques jours, de répondre à une demande et de partir, d'être en ce moment en train de travailler à Beyrouth avec des équipes libanaises. Et moi, je voudrais dire que je suis vraiment fière de ces professionnels. Je suis fière des formations des professionnels que l'on forme dans notre pays. Je crois qu'il y a un contexte patrimonial ici qui est tout à fait stimulant et nous allons fêter les 30 ans de l'INP qui est une formation atypique associant des profils différents et qui a aussi vocation à le faire mieux se connaître et mieux se rencontrer autour du patrimoine. Récemment, l'INP a pu fédérer un certain nombre d'acteurs nationaux et européens avec plusieurs soutiens, dont celui du ministère de la Culture, le français, le ministère de la Culture grec, du Conseil de l'Europe, d'ICOM France et ICOM Europe, mais aussi également qui vient d'autres pour répondre à un appel européen sur la formation des professionnels du patrimoine. Et ce groupe qui s'appelle All for Heritage va perdurer si les uns et les autres en ont l'envie, et il a pour ambition de contribuer aux réflexions sur les métiers du patrimoine et leur formation, et notamment l'adéquation entre les besoins et les enseignements. Nous pensons que nous avons une responsabilité à notre échelle en tant qu'établissement de formation et une voix aussi à faire porter. Pour finir, je voudrais dire combien dans des phases difficiles, c'est important de pouvoir se tourner vers ses pairs, vers d'autres métiers aussi, de voir d'autres pays, et que c'est justement cet esprit d'ouverture et ce soutien que j'ai trouvé pour ma part au sein d'ICOM France. Et pour finir, je voudrais dire que lorsque le métier devient difficile à bien des égards, on est obligé de se rétrécir
Et c'est important d'identifier des lieux qui élargissent des débats et d'une manière constructive voilà, comme ici. Et donc, pour tout cela, merci. Merci à vous tous et merci à Juliette Roux-Duval et à ICOM France. Merci, merci Pauline. Tu viens de parler d'un sujet qui est d'une importance absolument cruciale et capitale. Et peut-être on pourrait y passer un peu plus de temps parce que tu as plutôt moins parlé que les autres dans le reste de la session, qui est cette dimension et cette place de la formation pour permettre, acter, structurer l'intégration pleine et entière des professions, en tout cas des restaurateurs, dans le corps professionnel, dans les corps professionnels des musées. Alors, malheureusement, Laurent Turner ne peut pas nous rejoindre parce qu'il n'arrive pas à se connecter. Du coup, ce n'est pas extrêmement agréable, mais je vais quand même vous lire le petit message écrit qu'il a transmis à toutes fins utiles s'il n'arrivait pas à se connecter. Donc, je vous rappelle que Laurent est le directeur des musées de Moselle. En Moselle, dit-il, on a proposé durant le confinement de faire appel aux artistes avec lesquels nous avions des contrats. L'idée de transposer leurs interventions en format numérique et diffuser sur les réseaux sociaux. En sortie de confinement, leur ont été proposés la réalisation de spectacles de petite forme avec plusieurs représentants durant l'été comprenant des petites jauges. Cela a permis de respecter les mesures barrières. Nous avons également proposé à des traiteurs de réaliser des restaurants éphémères tout au long de l'été dans les musées ayant des jardins. Pour les guides conférenciers, nous avons souhaité les impliquer dans la création de contenus numériques et au déconfinement dans la proposition d'assurer des visites sur nos sites. L'été ayant été bon, la fréquentation ayant doublé dans nos musées, les propositions faites ont rencontré un grand succès et ont permis à la fois de remplir nos missions, mais également de répondre aux attentes et besoins mis en avant dans le plan de relance départemental. Ce plan continue à se développer et de nouvelles propositions seront mises en avant prochainement, notamment vis-à-vis des étudiants qui ont perdu leur stage ou qui ont la nécessité de se relancer dans leurs études avec l'aide d'institutions culturelles. Alors voilà, il est vraiment, c'est dommage évidemment que Laurent ne soit pas en ligne avec nous maintenant parce que c'est une vision de ce que peut faire et de ce que fait un établissement qui s'est beaucoup appliqué précisément, je pense, dans le maintien d'une activité très qualitative de toutes ces professions, notamment de ces professions précaires durant le confinement. Et je pense peut-être d'autres que vous pourraient prendre la parole dans cet ordre d'idées en exposant, comme l'avait fait d'ailleurs la semaine dernière, il y a 15 jours, Eleanor Kissel, en nous parlant des dispositifs que le Quai Branly avait mis en place justement pour réduire la précarité et même pour sécuriser les parcours professionnels. Je regarde parmi les gens qui nous suivent, il y a 2 ou 3 personnes auxquelles j'ai envie de m'adresser. Peut-être Michel Ronget pourra dire quelque chose, peut-être Émilie, tu pourrais dire quelque chose sur la manière dont vous avez travaillé pendant l'été, je ne veux pas vous forcer, et peut-être Sophie Bichler, que je vois encore présente avec nous, mais avant, puisque moi je dois partir dans 3 minutes, je voudrais juste réagir et Sophie Bichler, qu'on ne voit pas à l'écran, mais je lui demanderais peut-être de conforter ce que je dis ou de l'affirmer si elle pense qu'il faut l'affirmer. Moi, j'ai une expérience très différente des métiers de la médiation que celle qu'a décrite Marie Clarté. Odile, tu n'as pas parlé des médiateurs, tu as moins parlé des médiateurs, mais moi, dans ma vie professionnelle, j'ai passé beaucoup de temps, d'abord au Palais de la Découverte, ensuite au Musée des Arts et Métiers, à construire une filière professionnelle des métiers de la médiation qui est aujourd'hui une branche d'activité professionnelle pleine et entière du référentiel des emplois et des compétences du ministère de l'Éducation nationale et de quelques organismes de recherche, notamment le CNRS, et qui s'impose en fait très clairement dans tous les musées de culture scientifique et technique et dans ceux qui sont des musées, ceux qui ont des personnels qui sont
des fonctionnaires et dans les muséums nationaux d'histoire naturelle. On a vraiment travaillé conjointement avec le Palais de la Découverte, avec le Musée des Arts et Métiers, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, avec le Quai Branly à l'époque, pour constituer une filière qui s'appelle médiation culturelle et dans laquelle il y a tous les emplois, depuis les B, pas seulement les A et les B, les C, les A et les B, avec tous les métiers de la médiation, y compris jusqu'à un niveau de médiation élevé, puisqu'on considère qu'il y a des ingénieurs de recherche de médiation professionnelle, en tout cas tous ceux qui sont amenés dans les musées qui relèvent de ces tutelles-là, de concevoir les expositions et de concevoir l'accueil, tout ce qui a trait à l'accueil des publics. Donc moi j'ai une vision qui est un petit peu différente parce que tous ces professionnels qui effectivement étaient des métiers précaires, ont été des métiers depuis plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans, des métiers qui aujourd'hui qui sont des filières de la fonction publique, avec, dans lesquelles on entre par la voie du concours, dans lesquelles on progresse par la voie de la promotion professionnelle ou par la voie des concours, et qui constituent aujourd'hui une force de frappe extrêmement importante au cœur, bien sûr, des établissements qui les emploient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, il n'y a peut-être pas une universalité de la dégradation de la profession de médiateur. Donc, je voulais apporter cette touche-là parce qu'elle est importante, parce que j'y ai personnellement énormément œuvré, donc ça me va droit au cœur d'en dire un petit mot. Et puis aussi parce que ça peut faire tache d'huile, c'est-à-dire que les obstacles bureaucratiques à la constitution d'une filière professionnelle, de la médiation professionnelle, en tout cas dans les musées dans lesquels j'ai travaillé, de ce point de vue-là, ils sont très présents à l'ICOM, les musées de la culture scientifique et technique sont extrêmement présents dans l'organisation internationale des musées, en particulier l'ICOM France, ce sont même des parts particulièrement importantes de notre organisation. Et je pense que des témoignages, c'est peut-être pas maintenant qu'on va le faire, mais des témoignages un peu différents pourraient être apportés par ces médiateurs-là. Malheureusement, j'en vois pas dans le panel d'aujourd'hui, dans les gens qui se sont connectés aujourd'hui. Je le regrette un peu, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ce sera intéressant de rediffuser et on le fera comme on le fait pour tous bien sûr, les interventions et éventuellement de poser des questions à ces professionnels-là. Voilà, peut-être Sophie, toi qui es, mais je ne sais pas si tu as envie d'intervenir et si tu es toujours là, peut-être ça t'aurait aussi intéressé de dire un mot de la place tellement importante de la médiation dans les établissements d'univers sciences, qui peut-être donne un petit peu une vision un peu différente. Je ne parle pas de la question de la précarité, parce qu'il y a évidemment beaucoup de précaires parmi les conférenciers et les restaurateurs, mais peut-être cette vision assez dégradée des métiers de la médiation mériterait-elle d'être vue un peu autrement. Je ne sais pas, Claire Merleau-Ponty, toi qui as écrit un livre il y a très peu de temps également, tu es avec nous sur l'accueil des jeunes dans les musées, l'accueil des jeunes naturellement par des médiateurs. En tout cas, il me semble peut-être que tu auras envie de prendre la parole. Je suis navrée d'avoir à vous quitter après cette très courte intervention. Je repasse la parole pour la suite de la modération, qui va peut-être pas être très facile pour le petit quart d'heure qui nous reste, de modération à Florence Lecombe, et peut-être les quelques personnes que j'ai interpellées, Émilie, Michel Rouget, peut-être Sophie, Claire, si vous avez envie de dire un mot, je vous souhaite, merci beaucoup à toutes, merci Pauline de ton témoignage particulièrement précieux, merci Marie-Clarté et Odile, et à la prochaine session de nos Zooms. Au revoir. Donc je reprends la parole, je suis Florence Lecor. En effet, je trouve que ce serait intéressant, si cela était possible, qu'on ait un deuxième point de vue de quelqu'un qui travaille dans une institution et qui pourrait... Allô ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Non. Je dis...
Florence, tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus. Ça y est, ça marche. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, Florence. Parfait, j'ai eu un petit bug de connexion Internet probablement. Bonjour à tous. Je reprends effectivement la suite, Rien. On entend très mal. de la médiation, justement. Je me disais que ça serait en effet... Oui? Vous m'entendez? On t'entend très très mal, Florence, très très mal. Ah, flûte. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux? Apparemment, oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe parce que d'habitude, on m'entend bien. Je ne sais pas quoi vous dire. Scientifique. On t'entend plus. Florence, ton micro est coupé. Nouveau, oui, là, vous m'entendez ou pas? Allô? On t'entend de manière hachée. Un peu comme Nathalie tout à l'heure, c'est ça? Oui. Il y a un peu d'idée, ouais, c'est un peu ça. Ouais, je suis désolée parce que là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je suis dans un bureau avec des murs épais, c'est peut-être pour ça, mais d'habitude, ça fait la parole à Émilie ou à Sophie, effectivement, qui pourraient témoigner de la médiation pendant la période de confinement et surtout après la période de confinement. Est-ce que Émilie ou Sophie pourraient prendre la parole et en parler? Est-ce que vous m'entendez? Moyennement, Florence. Moi, je veux bien essayer de vous dire deux mots rapides. La médiation pendant la période de confinement, notre département des publics a essayé de la transformer, de lui donner une forme numérique à partir d'ateliers de do-it-yourself qui avaient été mis en place en vrai avant la période de confinement, d'ateliers de fabrication textile, de graphisme, de photographie. Et on a proposé des versions maison, c'est-à-dire avec des tutos disponibles en ligne, de manière à avoir une offre qui soit dans la continuité de ce qu'on faisait sur place, mais chez soi. Donc ça a été des choses très ponctuelles. À la réouverture, les conditions étaient telles que les activités de médiation ont repris progressivement. On a réouvert d'abord sans les agents de médiation en salle. Puis, progressivement, les agents de médiation ont regagné les salles et les guides conférenciers recommencent à accueillir des groupes. On a profité du programme L'été culturel et apprenant pour aussi proposer aux médiateurs de retravailler sur ces nouveaux programmes-là, accueillir des groupes de jeunes et d'enfants à travers un dispositif qui s'est appelé la colo du MUSEM, où on accueillait des groupes. Donc là aussi, c'est des petites opérations parce qu'effectivement, elles ont été très ponctuelles et elles n'ont pas considéré ni un grand nombre de publics ni un grand nombre de médiateurs de facto, puisque c'est des groupes qui étaient finalement assez réduits. Et j'avais envie de dire aussi un mot peut-être d'une autre catégorie de personnel de musées précarisés pendant cette période qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, qui sont les équipes des concessions, qui ont été aussi largement touchées par la problématique, que ce soit les équipes de restauration alimentaire, pour cette fois-ci les restaurateurs de bouche, ou les libraires qui ont eu de grosses difficultés également financières du fait de cette crise. La librairie a repris, j'allais dire, avec des activités classiques. Pour la restauration, là aussi, la réouverture s'est faite progressivement avec des conséquences qu'on n'avait pas anticipées, de hausse de prix pour essayer de compenser un manque à gagner qui avait été réel, qu'il a fallu réencadrer aussi, puisqu'on est par convention lié avec eux et avec des tarifs. Et on a travaillé aussi avec ces concessionnaires de manière à leur permettre de pouvoir mettre en place des événements accompagnant la réouverture pour leur permettre de regagner un public, alors des soirées couscous avec DJ set sur la terrasse du MUSEM.
sur lequel on est maintenant très prudent, parce que vous connaissez le contexte sanitaire à Marseille qui n'est pas florissant. Donc, on se limite aussi un peu pour éviter de créer un cluster MUSEM, ce qui serait quand même pas une bonne solution pour la suite non plus. Donc, voilà, donc il y a des petites choses ponctuelles comme ça qui ont essayé d'être faites, mais qui restent effectivement, j'allais dire, un pansement sur une jambe de bois, tant la problématique est importante. Merci, Émilie. Est-ce qu'on m'entend davantage? Oui. Oui, un peu mieux. Est-ce qu'Isabelle Limousin voudrait intervenir? Est-ce qu'Isabelle Limousin au Musée de l'Armée aimerait intervenir et donner aussi apporter un témoignage sur la médiation pendant le Covid et juste après? Donc, je ne suis pas certaine qu'on m'entende bien. Est-ce qu'on m'entend? Non, pas très bien. On ne m'entend pas très bien. On t'entend, Florence, mais tu devrais couper ta caméra, ça éviterait de consommer en fait. Ah oui, c'est ça, je crois pourtant. Et ça ramerait peut-être que ça un peu mieux au niveau du son. Je coupe. Oui, est-ce que c'est mieux là? Je pense que oui. Bon, très bien, merci. Je ne sais pas qui me donne ce conseil, mais c'était une très bonne idée, merci beaucoup. Moi j'avais envie de revenir encore sur cette problématique de la précarité pour les médiateurs, mais aussi les restaurateurs. On a tous conscience de l'inquiétude des uns et des autres. Pour avoir interrogé des restaurateurs autour de moi, je sais que tout le monde s'inquiète de ce qui va se passer en 2021. Et pour ce qui concerne les médiateurs, j'ai envie de dire que tous les musées sont au travail, à la peine, sont en train d'organiser des expositions. Certains musées ont déjà réouvert leurs salles d'exposition et forcément la médiation va accompagner ces expositions. La médiation va aussi accompagner les visites dans les collections permanentes. Donc j'entends que l'inquiétude et je comprends que la profession se sente, enfin les professions de la médiation se sentent un peu en déshérence, mais on a besoin des médiateurs, c'est certain. Et bien évidemment, on fera appel à eux, on fera appel aux guides conférenciers. Émilie Girard vient d'en témoigner pour le MUSEM notamment. Et on sait que dans d'autres musées, on a déjà fait appel à nouveau à des guides conférenciers. Donc petit à petit, les choses vont redémarrer. Mais bien évidemment, ça n'est pas facile pour vous, on le comprend très bien. Moi, j'avais envie de poser une question à Marie Clarté qui disait « Les contrats de médiation s'éteignent avec le mécénat ». J'avoue que c'est la première fois que j'entends dire apporter ce témoignage. Je voudrais comprendre ce que ça veut dire en fait. Est-ce que ça veut dire qu'une institution organise par exemple un événement, une exposition qui est mécénée et dans le mécénat, il y a un contrat de médiation qui vient à échéance le jour où l'événement se termine, où l'exposition se termine. Est-ce que c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et en fait, derrière le contrat de médiation, il y a quelqu'un qui est chargé d'habitude de monter le projet, de l'animer, etc. Et lorsque le projet s'arrête, parce que le contrat de médiation s'arrête, le contrat de la personne s'arrête en même temps. Donc, ce sont des contrats qui sont précaires et qui sont dangereux, pas dangereux, parce que c'est une très bonne idée s'il y en a assez pour que les gens puissent aller je veux dire, je suis pas nécessairement pour que les gens aient tous des contrats, des CDI pour une vie entière, mais lorsqu'il y a je veux dire peu d'offres et que tous les gens les gens sont en danger. En fait, ils travaillent très fort pendant 3 ans, et puis ensuite de ça, ils s'arrêtent et ils peuvent n'avoir rien pendant les 2 ans qui suivent. Oui, je comprends, d'où la proposition d'être un peu considéré sur un statut équivalent à celui des intermittents du spectacle. Voilà, c'est ça. Et puis l'autre chose, et je voulais rebondir sur ce que disait Émilie, et que je trouve intéressant, et j'ai l'impression que ça aurait été un des grands plus de cette période de Covid, qui est qu'on s'est mis à considérer que les conférenciers, les médiateurs, quel que soit le nom qu'on leur donne,
étaient susceptibles de créer des contenus numériques ou d'être véritablement des gens qui étaient des prestataires de contenu. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, et c'est ce que j'essayais de dire entre les lignes, qui était de dire que je pense que, par exemple, ce serait très important, avec probablement une formation qui correspondrait mieux à ça, que, par exemple, les médiateurs ou les conférenciers soient associés à l'écriture des cartels dans les expositions. Parce qu'à ce moment-là, ça leur donne un statut plus pérenne, si je puis dire. Ça multiplie, ça fait que ça n'est pas juste quand le client est là qu'ils sont payés. En fait, c'est ça le problème. C'est parce que si tout à coup le client n'est plus là, il cesse d'être payé. Donc, ce qu'il faut, c'est diversifier les fonctions et l'insertion, la nature de l'insertion professionnelle au maximum. Donc, ça, c'est une question de volonté des institutions, et c'est aussi une question d'évolution de la formation des conférenciers et des médiateurs dans ce sens-là. Quelles sont les compétences numériques qu'ont actuellement les conférenciers ou les médiateurs, et comment est-ce qu'ils les acquièrent? C'est un exemple parmi 50 000 autres. Oui. Est-ce qu'Odile Boubacar est là? J'aurais voulu aussi lui poser une question. Elle parlait, si j'ai bien compris, de l'ubérisation massive des guides conférenciers. Est-ce qu'Odile pourrait nous expliquer ce qu'elle entend par là? Si toutefois j'ai bien compris. Oui, c'est un terme que j'ai employé, alors qui a un sens très fort aujourd'hui. On l'associe au détricotage du droit du travail, en transformant mettons un travailleur, parce que je ne peux pas employer le terme de salarié, un travailleur en auto-entrepreneur, sauf qu'en fait, c'est du salariat déguisé, puisqu'il s'agit en réalité d'une prestation de service. Il s'agit également de rappeler que de plus en plus, il y a une tendance qui est difficile à contrer pour les guides conférenciers. C'est les applications qui commencent à foisonner pour mettre en lien des visiteurs et des guides conf. On est très régulièrement démarché par des startups qui veulent réinventer ce système de mise en relation entre le visiteur et le guide conférencier en nous faisant travailler exactement de la même manière que des chauffeurs Uber qui répondent à la course qui arrivent sur l'application de leur téléphone. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel les guides conférenciers s'érigent et souvent se passent le mot entre eux en se disant j'ai été contacté par telle boîte, n'acceptez pas ce qui va être proposé. Mais il arrive que des collègues qui sont dans une situation qui est encore plus périlleuse que la nôtre, eh bien, se retrouvent contraints d'accepter parce que ça leur fait quelques rentrées d'argent. Et c'est là que c'est difficile de lutter, puisque si certains commencent à accepter, ça crée des précédents et il est difficile ensuite pour l'ensemble de résister. Et c'était c'était ce que j'entendais en utilisant le terme d'ubérisation. D'accord, je comprends bien. De toute façon, nous, dans les musées, veillons au grain aussi, et on ne va pas forcément accepter que les choses se passent n'importe comment. Donc, on est à vos côtés, vous vous en doutez bien. Je dois clôturer ce débat. Je voulais remercier les intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter de participer et qui nous ont fait part d'une façon extrêmement riche et intéressante de leur point de vue et leur inquiétude, il faut bien le dire. Je voulais vous suggérer, comme le disait Juliette en début de Zoom, que vous puissiez nous faire part des sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans le deuxième cycle de ces Zooms à partir non pas du mois prochain mais du mois suivant très probablement. Je voulais vous rappeler la tenue de l'Assemblée générale le 25 octobre. Nous vous tenons au courant évidemment de la façon dont cet AG va être organisé.
Et je vous rappelle aussi la date du 26 novembre à propos de la thématique de quoi le musée est-il le nom, qu'est-ce qu'un musée aujourd'hui, dans le cadre des débats déontologie organisés en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. Je vous remercie tous, les participants qui avaient accepté de nous écouter, qui nous avaient écoutés, qui avaient éventuellement accepté de témoigner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.